Randonnez un jour ou partez pour toujours avec Columbia. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans. Pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fière d'accompagner le podcast Les Baladeurs. Avant de savoir marcher, Blaise Agresti arpentait déjà les montagnes dans le sac à dos de ses parents. Son père, guide de haute montagne, et sa mère, habituée des expéditions lointaines, lui ont légué leur amour profond pour cet univers enneigé, ainsi qu'un désir insatiable de liberté qui a dirigé sa vie. Fin 1998, à 27 ans seulement, il accède à son rêve en devenant commandant du célèbre PGHM, le peloton de gendarmerie chargé des secours en haute montagne. Mais la saison commence mal. Les accidents mortels s'enchaînent et le moral des troupes est au plus bas. Ce n'est pourtant que le début. Le 9 février 1999, alors que la neige tombe sans discontinuer depuis plusieurs jours, le téléphone sonne pour annoncer la nouvelle. Une immense avalanche vient de recouvrir le petit village de Montroc, dans la vallée de Chamonix. Pour Blaise Agresti, ici débute une opération de secours de grande ampleur, en pleine nuit, sur une zone dévastée. Un événement qui va s'étendre sur plusieurs jours en marquant au passage les mémoires de la vallée pour toujours. Mais après, il faudra mener l'enquête pour tenter de répondre aux grandes questions. Pourquoi ce drame a-t-il eu lieu ? Aurait-il pu être évité ? Et surtout, comment se préparer à une époque où le changement climatique rend la prévention des risques et des sauvetages difficiles ? Alors, le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, donc c'est une unité qui a été créée en 1958 suite à un terrible drame qui a vraiment bouleversé la vallée de Chamonix, qu'on appelle l'affaire Vincendon et Henri, où deux jeunes alpinistes sont perdus en plein hiver dans le massif du Mont-Blanc, près du sommet du Mont-Blanc d'ailleurs. Et le secours est un désastre en fait. Il y a un hélicoptère qui va se cracher, les guides n'arrivent pas à apporter assistance. Je passe les détails, c'est une histoire vraiment qui mérite d'être racontée dans le détail. Mais voilà, donc à la fin de cette histoire, en fait, l'opinion publique française n'accepte pas qu'on puisse laisser deux jeunes de 20 et 21 ans, donc Jean Vincendon et François Henri, là-haut, qui vont être, les corps vont être descendus au printemps, donc c'est une histoire qui va durer. Il y a des polémiques. Au niveau national, il y a vraiment une polémique nationale. Et à partir de là, on dit on peut plus laisser le sauvetage en montagne organisé comme il l'était jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sur le fondement du volontariat, sur des organisations qui étaient locales en fait. Et chacune des vallées essayait de trouver la bonne organisation. Donc on dit on arrête ça. Maintenant, on crée un service spécialisé de sauvetage. Et comme plus personne ne veut faire le secours en montagne en 58, on se tourne vers la gendarmerie, on dit voilà, c'est à vous de faire. Les CRS aussi de montagne vont être mobilisés aussi, parce que là aussi on leur demande de participer. Et c'est le début d'une professionnalisation, donc on est en 58, qui va prendre des années, parce qu'on n'arrive pas à un système de sauvetage performant avant, très performant avant les années 90. Alors moi j'arrive à l'été 98 au PGHM, donc je viens en succession de quelqu'un qui vient de partir. Et dans l'année qui s'est écoulée juste avant, il y a eu une des figures du PGHM qui est décédé en montagne. Régis Michou, qui était une très très belle figure du PGHM, qui était un pilier, et qui est mort dans un accident en redescendant l'Aiguille Verte, qui est un très très beau sommet du massif. Donc l'unité, elle est pas bien sur le plan psychologique. Ça, c'est un premier point. Ça se sent, ça se perçoit très vite. Il y a beaucoup de choses palpables dans l'état d'esprit de l'unité. Il y a tout l'été 98, notamment une séquence d'une quinzaine de jours où en fait il y a des pluies verglaçantes jusqu'au sommet du Mont Blanc, jusqu'à 4810 mètres d'altitude, qui verglacent complètement, de la glace vive, et qui fait qu'il y a 17 morts sur 15 jours. C'est du jamais vu entre guillemets. Donc moi j'arrive, j'observe cette première séquence, je me dis mais c'est quoi ce truc-là et j'observe aussi que l'unité du fait du jeu des permissions, de l'octroi des vacances en période estivale, en fait, c'est un peu les mêmes qui se payent presque tous ces morts, en fait, et qui rajoutent à la souffrance que je dis ensuite. Donc l'unité, je la sens pas en super forme sur le plan collectif, en fait, psychologique. Voilà. Troisième point, peut-être, qui est pas très sympa, peut-être, à l'époque, mais c'est une époque où la gendarmerie, elle a pas beaucoup de moyens, sincèrement.
Et en fait, entre les missions principales de police judiciaire, de sécurité publique, et le secours en montagne qui est considéré comme une danseuse, hein, c'est le mot qui est utilisé à l'époque, en fait, on n'a pas vraiment les équipements. Donc au PGHM, il n'y a plus les cordes pour s'entraîner, pour pratiquer le sauvetage, il n'y a pas le matériel adapté. Donc il y a une sorte de défiance de la hiérarchie. Et on est aux 40 ans du PGHM, donc c'est quelque chose qui est très très mal ressenti en interne. Il y a une colère exprimée en interne, qui est très forte. Hein. Les gens sont vraiment à protester, en fait, quasiment. Il y a une espèce de pas de rébellion, mais de colère froide qui grandit. Moi, je suis là, comme je suis naïf et jeune, je prends tous les combats, je prends le drapeau et je vais affronter la hiérarchie bien en tête, hein, voilà, comme on le fait quand on est plein de jeunesse et d'ardeur, parce que j'ai été vraiment nommé patron de ce PGHM très très jeune, 27 ans. Voilà, Benoît Host, hein, pour pas le citer, il a eu l'envie de me confier cette responsabilité qui était importante. Voilà, en plus dans une année qui a été difficile, mais ça c'est ce qu'on découvrira après. On a une première avalanche qui va embarquer JP de Voissou, qui est un vieux guide absolument extraordinaire, qui était le patron de la caisse de secours, en fait, la compagnie des guides de Chamonix. Donc lui, JP de Voissou, c'est le président de la caisse de secours qui est l'âme de la compagnie. Il va se faire embarquer au-dessus de chez lui, dans une avalanche dans le fond de la vallée de Chamonix, en descendant dans les Geurs de la tête de Balme. Et c'est un choc pour la vallée, en fait, hein, parce que finalement... c'est rare qu'un guide un peu expérimenté se fasse avoir comme ça. Donc ça a commencé comme ça. Ça, c'est, on va dire, entre Noël et Jour de l'An, entre 98 et 99. À la fin janvier, on a ces deux Anglais, Jamie Andrew, Jamie Fisher, qui vont être bloqués en sortant de la face nord des droites. Donc c'est un sommet de 4000 mètres, une grande pente de glace très technique. Ils arrivent au sommet, et là, le vent terrible va les bloquer là, plus de 100 à 150 km de vent. Donc ils vont attaquer le lundi l'ascension, on va pouvoir les secourir que le dimanche qui suit. Donc 6 jours d'attente à plus de 4000 d'altitude, avec les médias qui se mobilisent. Donc moi c'est un peu mon baptême du feu et opérationnel, donc coordonner l'opération, et aussi la pression médiatique, le fait de devoir répondre à la presse, être accompagné en direct, faire des plateaux, etc. On va pouvoir les extraire tous les deux, mais un sera décédé peut-être à peine la nuit d'avant, quelque part, donc ils ont quand même tenu longtemps. Et le deuxième alpiniste, Jamie Andrew, il va être amputé des 4 membres, les bras et les jambes. Et ça se termine fin janvier 99, quelques jours avant l'avalanche de Mont-Roch. On est le 9 février 99. En début d'après-midi, il est 14h. Avec toute l'unité du PGHM, on a déjà depuis 2-3 jours mesuré l'intensité des risques qui grandissaient. En fait, hein. Il y a quand même 3,70 m de neige qui vont tomber. C'est gigantesque. Hein. Jusque dans la vallée. C'est pas que des choses qui tombent, des chutes de neige qui tombent en altitude. Moi, je suis en mairie de Chamonix, en commission de sécurité. Il y a une espèce de tension liminaire, hein, qui est présente dans l'équipe. Et même le maître de chien le matin vient hyper tôt à 4h du matin, voir si son chien va bien, le nourrir, le préparer, presque à intervenir. Donc on a une espèce de tension collective. 14h40, coup de téléphone qui arrive là sur la table de la commission de sécurité. Donc il y a une vingtaine de personnes autour de la table. Et là, il y a quelqu'un qui répond et il se tourne vers tout le monde en disant « Avalanche à Mont-Roch ». A priori des maisons, des baraques touchées. Très rapidement, moi j'ai le téléphone qui sonne de l'autre côté avec le PGHM qui m'informe. On a des appels de Mont-Roch avec une avalanche qui s'est produite. Et donc très rapidement, là on a compris en 15 secondes qu'il y avait un événement majeur qui s'était passé. L'événement il est tout de suite observé par des gens qui sont notamment autour. Hein. C'est une énorme avalanche, donc il y a plein de témoins. Le standard du PGHM explose, hein, tout de suite, parce qu'on a des dizaines, peut-être des centaines d'appels qui arrivent. Alors au début, l'information n'est pas extrêmement précise. On dit une baraque soufflée. C'est ça le
le mot qui est utilisé, la première information, avalanche, oui, mais le bilan, le nombre de chalets, on n'a aucune idée à ce moment-là. Donc moi, je ne sais pas pourquoi, je me dis, voilà, il y a une avalanche, secteur de Montroc, tout de suite, avant de partir au PGHM, donc dans l'instant où j'ai l'information, je décide d'aller tout de suite passer au service d'urbanisme de la mairie et je prends la cartographie de la zone. C'est-à-dire qu'en fait, une carte géographique, il y a les chalets, mais c'est pas forcément très précis. La carte d'urbanisme, ça permet tout de suite d'avoir des références, d'avoir des numéros qui permettent de renvoyer à des propriétaires, de commencer à structurer. Donc moi, à 14h40, on a l'information. À 14h, je sais pas, 45 ou 50, je vais au service d'urbanisme, ce qui n'est pas logique. Normalement, je dois me précipiter au bureau et commencer à organiser le sauvetage. Deuxième acte, je rentre dans le PGHM et là, il y a le France 3 local qui est en train de faire un reportage sur la neige qui tombe, quoi, sur le fait qu'il y a des conditions météo qui ne sont pas favorables. Et donc, ils viennent juste d'avoir l'info. Une coulée exceptionnelle de 200 mètres de large et après son passage, en quelques minutes, un amas de ruines. Il faut imaginer cette vallée de Chamonix, donc cette longue vallée de Chamonix, dominée par le Mont Blanc, avec ses grands glaciers qui descendent, glacier des Bossons, glacier de Tacona, ces calottes de neige et de glace. Et puis au fond de la vallée, en allant vers la Suisse, col de la Forclaz, col des Montées, voilà, on est dans ce cul-de-sac, après Argentière. Alors, il y a quand même une route qui va vers la Suisse. Et voilà, l'événement va se passer au fond de cette vallée, alors même que les routes vont être barrées par des avalanches qui vont se produire un petit peu avant l'événement. Donc on doit se déplacer un petit peu depuis le PGHM qui est dans le centre de Chamonix, à côté de l'église. Donc on va aller en véhicule avec des gyrophares, enfin en ambiance intervention de police ou de secours, quoi, voilà. Et puis dès qu'on arrive à Argentière, autour de la mairie, c'est un bazar de gyrophares, de pompiers, de gendarmes, c'est un gros chaos au départ. Voilà, tout le monde vient là. Il fera un petit peu de temps pour qu'on mette tout le monde sur le parking de la station de ski des Grands Montées. Mais voilà, on est dans une ambiance avec cette nuit qui arrive très vite, on est quand même en février, la neige qui continue à tomber, voilà, il y a une ambiance très très spéciale. Alors on avance à tâtons, on va dire, pendant les 2-3 premières heures, donc entre 14h40 l'événement et on va dire le début de soirée. On n'a pas encore une vision très claire. Alors au PGHM, le principe c'est qu'il y a des tours d'alerte, donc c'est-à-dire des tours d'astreinte avec des gens qui sont préparés pour partir immédiatement à la seconde, qui ont leur sac qui est prêt, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les premiers à marcher. Donc là, d'emblée, on appuie sur le bouton, ils partent en 15 secondes, ils sont partis, et puis après ils s'adaptent, ils se débrouillent, ils vont sur place. Là, pour le coup, il y a une avalanche qui a barré la route à la sortie du village d'Argentière, donc ils vont devoir y aller en ski, mais ils sont équipés. Ils ont tout le matériel pour pouvoir s'adapter. Puis après, ils envoient les premières informations, les premiers comptes rendus. Je pense que les premières équipes, elles vont arriver peut-être pas avant 15h30, c'est-à-dire déjà presque une bonne heure après, quoi. Donc en fait, déjà tous les habitants autour, il y a un certain nombre de guides, de gens qui ont leur famille aussi qui est dessous, vont être là en fait, que c'est des proches. Donc il y a déjà une mobilisation de tout le voisinage qui se met en place. Mais il faut commencer à structurer aussi l'organisation du sauvetage. Donc ça va être la première phase. C'est injecter des secours professionnels et puis commencer à structurer l'organisation sur place qui est au début plus comme on voit sur les images dans les tremblements de terre au Népal ou en Inde ou en Chine, c'est vraiment toute la population qui est là au départ. Voilà, donc je dis pas que c'est la pagaille, mais c'est quand même cette intensité de bonne volonté qu'il faut, sans vexer, intégrer, réguler. Voilà, ça va être ça, une des premières parties, en tout cas de l'après-midi, c'est de commencer à réguler l'organisation du sauvetage. Et cette population-là, on va pas non plus la violenter, on va pas leur dire non, ça y est, les secouristes professionnels arrivent, dégagez. Non, on va les laisser travailler, et puis au moment des relèves, on va commencer un peu à remettre un peu d'organisation. Par contre, en bas, on empêche un peu les gens de trop monter depuis Argentière parce qu'on a déjà assez de monde sur place. En fait, ce qui nous manque, c'est des pelles mécaniques. Il faut faire monter les pelles. Il faut du temps pour faire monter ces pelles mécaniques. Et les routes ne sont pas ouvertes. Donc, il faut que c'est des pelles araignées qui sont avec des 4 pods pour être stables. Donc, elles vont monter doucement. Les motoneiges, donc tous les moyens vont progressivement arriver.
tout de suite, en fait, il y a la question de qui prend le pilotage de la crise, en fait. Voilà, donc naturellement, on est d'astreinte, donc en fait, les pompiers on envoie du monde, mais c'est inaccessible en fait, par voie routière. Donc quelque part, ça délimite une zone de responsabilité qui est celle du PGHM, parce qu'on doit y aller en ski de randonnée, avec des motoneiges, avec des risques d'avalanche qui continuent à être là. Donc on est en haute montagne tout en étant en ville. C'est ça ce qui est très particulier dans cette avalanche, c'est qu'elle n'est pas accessible. C'est pas un tremblement de terre dans une zone urbaine. Je prends la responsabilité de dire, on va faire un PC avancé dans l'ancienne mairie d'Argentière, donc se rapprocher de l'événement, pouvoir coordonner au plus près, dans la zone où on va pouvoir regrouper les moyens avant de les injecter progressivement sur le site. Il y a quand même informé le préfet, il y a un certain nombre de comptes rendus à faire pour pouvoir dire il se passe un truc sérieux là-haut. Mobiliser toutes les ressources complémentaires, l'armée, voilà. Donc on a un plan, évidemment, au PGHM, il y a un plan avalanche, on a une liste de ressources, jusqu'à 300-400 personnes qu'on peut mobiliser très rapidement. Les guides, les moniteurs de ski, il y a plein de ressources à Chamonix, en fait, de gens qui ont les expertises. Et puis très vite, je me déplace au PC avancé, qui est à l'ancienne mairie d'Argentière. Et là, on va créer une cellule avec les pompiers, avec les services communaux. On va avoir tout le monde qui va se regrouper là pour faire cette fameuse cellule de crise qui va vraiment piloter l'événement. Donc ça va durer un certain temps, je pense que jusqu'au début de la nuit. Puis à un moment donné, moi, je me rends compte que entre les infos qu'on a à la radio, du lieu les premières actions qui sont conduites pour évacuer les premières personnes, en fait, je me rends compte qu'on se comprend pas. On n'arrive pas à définir la limite de cette avalanche. Qu'est-ce qu'elle a touché réellement ? Parce que sur place, c'est impossible de faire la corrélation, parce que personne n'a un plan ou une carte dans la tête. Une avalanche comme celle-là de neige froide, en fait, c'est une avalanche de poudreuse. En fait, elle a deux dimensions. Il y a la dimension du souffle, c'est-à-dire que devant la masse de neige qui se déplace à grande vitesse, il y a un souffle, une espèce de vent hyper violent à 200 km/h qui, en fait, blaste les habitations et les déplace. Donc il y a l'effet de blast au départ, très puissant, donc 200 km/h avec une densité, et ensuite la masse de neige vient finir le travail, vient concasser, broyer, etc. Donc l'avalanche, c'est pas que cette coulée de neige qui vient, non, il y a cet effet de souffle. Moi, je décide de partir avec mon rouleau de cartes. Je suis emmené en motoneige sur le site avec ce rouleau carte des avalanches, et je vais dessiner en fait la bordure de l'avalanche. Je vais faire le tour à la frontale de nuit. Et puis on va se faire un bilan sur qu'est-ce qui se passe on a un poste médical avancé avec des médecins, on a une structuration, on a des pelles mécaniques qui sont arrivées, donc c'est la tempête toute la nuit. Donc il continue à neiger beaucoup, donc il y a une atmosphère, donc il faut imaginer ces motoneiges, ces ratraques, ces pelles mécaniques qui montent avec des phares dans la neige, avec ce couloir d'avalanche qui est tombé quelques heures avant, 2 heures avant l'allongement, qui est la route qui a été coupée par une autre avalanche, avec des risques encore très forts en fait. Donc il y a une pression, on est dans une espèce de... on voit rien, on a cette neige qui continue de tomber, les phares qui éclairent, donc qui font une atmosphère un peu chaotique, et puis tout le monde qui vient donner son aide de manière dérisoire, parce qu'en fait c'est des plaques de béton, les chalets ont été bousculés complètement, ont été détruits par le souffle de l'avalanche. On a des voitures qui sont concaténées dans des garages. Vous pouvez imaginer que c'est pas de la neige poudreuse qu'on va skier, c'est une avalanche qui est descendue depuis 2600 mètres d'altitude. Là, on est à 1400, donc c'est 1200 mètres de dénivelé. C'est une énorme masse, 300 000 mètres cubes d'avalanche. Donc on est au milieu de cette ambiance-là, quoi. Au moment de venir en aide aux victimes, pas un homme n'a fait défaut. On est venu de toutes parts, par solidarité. Tout le monde est dehors pour donner un coup de main, quoi. Enfin, là, évidemment, c'est dramatique, mais même quand il n'y a pas grand-chose, tout le monde est dehors. C'est vraiment une énorme solidarité. Sitôt qu'il y a un pépin, tout le monde est là. Heureusement. C'est la grande famille de la montagne qui s'est mobilisée, armée de pelles et avec la plus grande énergie. On a tout fait pour sauver des vies. Au début, le sauvetage se passe où c'est les secouristes qui travaillent sur le site, qui à l'intuition orientent les recherches avec le renseignement du voisinage, des familles, les proches. Donc en fait, on va aux priorités là où on sait où il y a des gens. Donc il y a des pelles mécaniques qui viennent marquer comme ça délicatement
qui avance petit à petit, très prudemment, donc de manière très délicate. Elle vient dégager comme ça l'embase des chalets, ouvrir les espaces. Et puis là, les chiens commencent à rentrer à l'intérieur des habitations, font les vérifications, les levées de doute, comme on dit. Donc ça, c'est la première phase. Et là, on a des vivants et des morts qui sont sortis. Parce que le voisinage, tout de suite, oriente. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est effectivement, donc, les découvertes vont se faire comme ça au fil de l'eau. La manière dont on va structurer, c'est plutôt dans la nuit, où on va avoir une deuxième étape du sauvetage, ou de cette phase un peu intuitive et conduite par l'équipe qui est sur le terrain, avec tout un tas de services qui sont concernés. On rentre dans une deuxième phase structurée, où de manière méthodique, on va faire les levées de doute, on comprend chaque chalet, et puis on va vérifier l'un après l'autre s'il y a quelqu'un qui est dedans. Et puis après, on fera la vérification finale sur les actes, etc., dans la dernière étape. Puis au milieu de la nuit, on a quand même une main. À un moment donné, il y a une pelle mécanique qui donne un coup de godet, et puis il y a une main qui sort, et puis c'est un jeune Raphaël Lagarde qui est vivant, voilà, qui est en hypothermie, mais qui a rien, parce qu'il était sous une plaque de béton. Et voilà, c'est le miraculé de cette histoire. Et je redescends au PC, on va dire, je sais pas, vers 11h du soir. Et là, on va commencer de manière très structurée à numéroter sur cette carte tous les chalets, et puis à trouver les propriétaires, à faire les vérifications. C'est plutôt une enquête de gendarmerie à ce stade-là, où on va les contacter avec les services de la mairie, mais nous aussi. Et puis on va commencer à finalement écarter les chalets qui étaient vides, les uns après les autres. Et puis après, à un moment donné, on se rend compte que certains n'étaient pas vides. Donc ça, c'est vers 2-3 heures du matin. On a notamment cette famille, quand le chalet a été loué, personne n'a des nouvelles. Leurs proches dans le Jura sont inquiets. Bon, on sent que ils sont quelque part sous la neige, c'est sûr. Ils sont pas rentrés, ils ont pas fait signe dans aucune des organisations qu'on avait mis en place pour recueillir des gens qui étaient en difficulté. Moi, je remonte là à ce moment-là pour réorienter les recherches, parce que leur chalet, il avait la partie supérieure qui avait été déplacée vraiment loin du socle en béton. En fait, un chalet, c'est souvent un socle en béton, et puis après une partie supérieure qui est en bois. Et là, la partie supérieure en bois avait été éjectée et est allée assez loin, en fait. Est allée au moins à 50 mètres. Et le soubassement en béton, en fait, personne ne le voyait, il était sous la neige. Donc, en fait, personne ne cherchait à cet endroit-là. Donc, on a commencé à orienter les pelles mécaniques vers ce lieu, donc en faisant presque des mesures de géomètre, pour dire c'est là que ça se passe. Donc, la pelle creuse sur l'embase de ce chalet, touche la dalle en béton, libère la neige. On a la trappe de l'escalier qui se dégage, et le soubassement est totalement sans neige, en fait. Le maître de chien descend avec son chien. Les secouristes, on se précipite parce qu'on se dit, s'ils sont là, c'est génial, quoi. Voilà. Et en fait, on tombe, et ça je m'en souviendrai toute ma vie, on tombe sur les valises de cette famille, avec les pyjamas qui sont sur les lits. C'est probablement l'endroit où les enfants pouvaient dormir. Et voilà, ils sont pas là. Donc on est dans un moment où c'est assez désespérant, parce qu'on avait mis dans les heures qui ont précédé ça une énergie en espérant qu'il soit au bon endroit dans le chalet, c'est-à-dire qu'il soit descendu se mettre plutôt au sous-sol, et c'était pas le cas. Vers minuit, on sait que hors passant, donc ça c'était le dernier risque qui nous restait, qui était les gens qui auraient été sur place sans qu'on le sache, mais dans les habitations, on a la certitude d'avoir le bilan précis, parce qu'on a pu faire les levées de doute sur les 20 chalets, les uns après les autres, donc on a une vision précise. Donc le bilan qu'on va annoncer très vite dans la première nuit à 10 plus 2 disparus, ça sera le bilan final. Cette avalanche est vécue comme un traumatisme dans la vallée. Le hameau de Montroc enseveli des familles décimées, c'est un peu une partie du village d'Argentière qui a été engloutie à tout jamais. Dès le mardi, on sent bien que c'est un événement exceptionnel. Parce que d'abord, les gens le disent, voilà, il n'y a pas eu d'avalanche de cette nature-là depuis toujours, en fait, dans la vallée de Chamonix. Il y a eu des avalanches qui ont touché des habitations, il y a eu des morts dans des habitations dans la vallée, mais de cette ampleur-là, non. Donc c'est une avalanche qui est
au moins centennale, en fait. Le mercredi soir, je me retrouve devant la mairie de Chamonix en direct avec les médias nationaux, faire le bilan des opérations, etc. Donc il y a encore un certain nombre de réunions de crise le soir. Là, je vais dormir quelques heures et en fait, dans la nuit du mercredi au jeudi, c'est-à-dire 48 heures après l'événement, je suis de nouveau appelé dans la nuit parce qu'une autre avalanche énorme est venue dans un autre couloir toucher les habitations. Donc c'est le couloir de Tacona, pour ne pas le nommer, donc c'est le glacier de Tacona. Et donc moi, je pars tout de suite avec le maître de chien dans la nuit. C'était à 4h du matin, on va sur place pour vérifier que tout le monde avait bien libéré les lieux, qu'il n'y avait pas des... Voilà, et donc on a cette deuxième alerte qui fait vraiment froid dans le dos. On se dit, bon, est-ce qu'on n'est pas reparti pour une deuxième avalanche alors qu'on est déjà pas mal... on a déjà pas mal mobilisé les ressources, donc il y a quand même de la fatigue. Et on va sur place. On arrive, il y a ce tas de neige qui vient buter contre les maisons, mais voilà, ça n'a pas détruit d'habitation. L'avalanche, elle a débordé du paravalanche. Elle a franchi le paravalanche. Elle est venue mourir sur un bâtiment. Mais voilà, il ne s'est rien passé. Donc c'est un peu sueur froide quand même, parce qu'on n'avait pas totalement interdit la zone. On l'avait évacuée, mais elle n'était pas totalement interdite d'accès, parce qu'il y avait ce paravalanche, il y avait cette sorte d'illusion de protection, parce que c'est le paravalanche qui est censé être le plus grand d'Europe, qui a une forme de médiatisation sur le fait qu'il protège très bien. Là, l'avalanche était passée par-dessus. Le vendredi, donc, on est toujours à la recherche de ces 2 personnes, donc on en trouve une dans la nuit du jeudi au vendredi, et le dernier, en fait, donc ça fait long quand même hein, pour des familles d'attendre du mardi jusqu'au vendredi, c'était très long. Les parents étaient là et moi je leur ai dit écoutez, on va sur place, je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer nos difficultés et pourquoi on n'y arrive pas quoi. Enfin voilà, on avance méthodiquement, mais donc je monte avec la famille sur place, les parents. Et c'est vraiment à cet instant-là où on arrive donc il fait très très beau ce jour-là, c'est magnifique, la montagne est belle. Et on trouve leur enfant. Donc il est sorti, et là il y a une scène avec la famille qui est incroyable. On est là, tout s'arrête en fait. Tout le chantier, c'est la fin de cette opération de sauvetage. Le corps de leur enfant est amené, il y a un moment de recueillement. Voilà, ça reste... c'est à la fois la fin du sauvetage, mais c'est aussi une émotion très forte pour les familles. On libère progressivement les axes. On va alimenter aussi les villages le village qui est au-dessus pour que les gens puissent être nourris tout simplement. Donc il y a des rotations d'hélicoptères. Donc ça, c'est les jours qui vont suivre. On va réouvrir la route, les axes. Et puis voilà. Et puis c'est une zone qui va être interdite à la reconstruction jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un lieu maintenant qui est un lieu de mémoire. Il y a un monument. Et voilà, ça reste le lieu de ce drame, quoi. Il faut savoir que la zone était réputée sûre. Le couloir que la neige surabondante a emprunté ne faisait pas partie des 108 corridors répertoriés par lesquels s'engouffrent habituellement des avalanches. La zone dite blanche où avaient été construits les chalets était qualifiée sans risque. Et pourtant... Quand on a commencé à travailler sur l'enquête, on s'est rendu compte que les anciens nous avaient envoyé des petits messages via la toponymie. Donc, la toponymie, c'est l'art de nommer les lieux. Mais en fait, autour de la zone de départ de l'avalanche, qui s'appelle la combe de l'Achat, l'Achat c'est l'avalanche, il y avait le bec de l'Achat et le bec de la Cluie. La Cluie, C-L-U-Y ou C-U-Y, selon le patois savoyard, c'est le souffle de l'avalanche. Donc en fait, dans la mémoire collective, on avait nommé ces lieux pour nous alarmer. Donc là aussi, on commence à comprendre que voilà, on est passé un petit peu à côté du sujet du risque. Et en même temps, il y a eu d'autres choses qu'on va trouver dans l'enquête judiciaire. Ce sont des carnets de la mairie d'Argentière, en fait, qui ont été annotés par Donc, quand il y a une élaboration du plan d'urbanisme, il y a une consultation de la population. Donc, avant de sceller le plan d'urbanisme, il y a eu une consultation dans les années 70. Il y a un grand guide qui s'appelle Armand Charlet, qui, sur ce carnet, où il y a la consultation en mairie, annote en disant à ce secteur-là, en 45, les 2 avalanches, de la mémoire de ma famille, lui il habitait à Tré-le-Champ, juste au-dessus, de la mémoire de ma famille, les 2 avalanches sont touchées en 1945. Et il le note. Et son annotation, elle est barrée,
menteur. Il y a des insultes dans le cahier de consultation. Donc ça, c'est des choses qu'on va verser à l'enquête, à l'enquête judiciaire. Parce que quelque part, il y a eu une entreprise pour estomper la mémoire collective, je dis pas d'effacement, mais en tout cas de cette mémoire du risque. À travers ces consultations, on voit bien que ceux qui avaient la mémoire, on a tout fait pour les empêcher de faire que cette zone devienne inconstructible dans les années 70. Ce drame, comme tout un tas de drames qu'on va avoir demain, qui est celui de la compréhension des risques naturels dans un environnement dont la puissance nous échappe en fait. La nature, on voudrait la mettre dans une cage, on voudrait la réguler, on voudrait la domestiquer. Voilà, c'est un peu le fantasme de la révolution industrielle. C'est aussi le fantasme du siècle des Lumières, hein, cette nature qu'on veut mettre dans une cage. Alors là, on arrive à la fin de ce cycle-là. Alors, Montroc est un peu avant, mais là, on est dans un moment de l'histoire où la nature se réveille bien, quoi. Voilà, on peut juste prendre les épisodes Cévenol, les tempêtes qui se succèdent, etc., les incendies. La prévision de Montroc, elle est simple, en fait. C'est on regarde le risque à travers nos enjeux, en fait, hein, nos enjeux notamment économiques. Donc là, l'enjeu de la vallée de Chamonix, comme de la plupart des vallées de montagne, c'est l'urbanisme. Cet urbanisme reste toujours aujourd'hui prégnant. C'était très fort dans les années 70, mais on avait encore une forme de naïveté en disant si on construit des parabalanches, si on met des digues, si on essaie d'avoir des plans, on va peut-être arriver, les plans n'étaient pas très élaborés d'ailleurs, on va peut-être arriver à juguler la nature. Voilà, donc chaque fois qu'il y a ces événements, on redécouvre que cet événement, il a déjà eu lieu, là c'était en 1945, et en 1848, il y a 2 avalanches qui ont été retrouvées sur le même site que Montroc, non pas il y a 1000 ans, mais 1945-1848. Donc ça veut dire que c'est une avalanche qui est centennale. Toute la cartographie des risques en France, elle prenait en compte le risque centennal. Je ne dis pas qu'il fallait prendre le risque tricentenal, qui était un débat politique là, ces dernières années, de savoir est-ce qu'on va jusqu'à 300 ans. Mais qu'est-ce que c'est 300 ans à l'échelle des crues, des incendies, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre? C'est rien. Donc en fait, on a une espèce de décalage entre le temps de la nature, le temps long de la nature, qui va durer des millénaires, et avec des choses qui se passent, des glaciers qui avancent, qui reculent, des mers qui montent, qui descendent, et puis nous qui essayons de mettre le risque à notre portée, en fait. Finalement, on fait en sorte d'écrire une réalité qui est celle de nos fantasmes. Donc la vallée de Chamonix, effectivement, c'est 117 couloirs d'avalanche, des grands, des petits, des larges, voilà. Donc il y a de tout. Il y a des avalanches majeures, hein, de grande ampleur, l'avalanche du Bourjat, Tacona. Donc c'est des avalanches qui partent à plus de 4000 mètres d'altitude, donc c'est très très haut, qui n'est pas suivi en haute altitude. Il n'y a pas de station météo plantée partout dans le massif du Mont-Blanc. Il y a plusieurs endroits, l'aiguille du Midi, etc., mais c'est pas suivi en particulier, donc on ne sait pas de manière microscopique, dans la micrométéo, ce qui se passe réellement dans les bassins d'alimentation de ces avalanches. La problématique majeure aujourd'hui, c'est que donc il y a des habitations partout. Hein. Il y a aujourd'hui dans la vallée de Chamonix, il y a 9000 habitants à l'année, mais il y a 50 à 60 000 lits. Donc, en haute saison, vous allez avoir 50 à 60 000 personnes dans la vallée. Donc c'est quand même comme s'il y avait une ville au milieu de ces 117 couloirs d'avalanche qui sont en bordure de chacune de ces zones qui sont construites. Donc il y a eu d'énormes progrès dans la manière de gérer l'information, la prévention, l'évacuation, avec des automates d'alerte, avec une cartographie qui a été revue, etc. Donc la partie préventive, évacuation, etc., elle est bien organisée. Mais le problème, c'est que moi j'habite dans une zone qui est exposée. Chaque fois que l'avalanche est produite, donc là on y habite depuis 15 ans, elle est tombée 3 ou 4 fois, donc avalanche majeure, elle a parfois débordé le paravalanche. En fait, on n'a jamais eu la décision d'évacuation. Elle est venue toujours après, a posteriori. Parce que ça nous amène à une question qui est fondamentale aujourd'hui, c'est qui dit le risque ? Qui dit que la tempête va arriver, que la crue va arriver, etc. C'est Météo France. Donc, Météo France avait des stations partout en France avec de la captation d'informations, de données et des humains pour analyser les données. Mais je crois qu'ils ont diminué d'un tiers leurs effectifs, hein, Météo France, pour miser sur la data, sur l'intelligence artificielle, sur les satellites, mais
Mais un satellite, il va pas te donner ce que le vieux paysan de la vallée de Chamonix observait toute l'année en levant la tête, en disant, voilà, et que la personne de Météo France qui travaillait depuis 10, 15, 20 ans à Chamonix savait, parce qu'ils avaient ce réseau humain d'observation. Donc en fait, la problématique aujourd'hui de l'analyse des risques, c'est qu'on a mis de la data à la place des humains. Mais un risque, c'est beaucoup d'analyse fine, en fait. Le risque, c'est la rencontre d'une précipitation avec de la neige qui va tomber, et puis d'une géographie. Si la montagne, elle est creuse, elle va réceptionner beaucoup de neige, ça va être un point de départ d'une avalanche, donc il y a une forme d'intelligence du terrain qu'il faut conserver. Et ça, pour le coup, alors à Chamonix, ils ont remis en place, là, ces 2-3 dernières années, un réseau d'observateurs humains, des guides, voilà, mais on est encore au début de ça. Je veux dire, Mont-Roc, c'est 99, on est en 2023, on commence à se dire que le risque, on n'arrive plus à le percevoir dans sa subtilité. J'ai une très bonne relation avec l'association des victimes de l'avalanche de Mont-Roc, qui s'appelle l'ERAP, qui est là pour aider les pouvoirs publics à essayer de prendre conscience de tout ça, et qu'il n'y ait pas d'oubli, en fait. Donc là, ce qu'on a fait ces 2 dernières années, c'est d'évoquer ces risques futurs, qui est ce que j'appelle la combinatoire des risques. L'avalanche, c'est un risque, ok, mais qu'est-ce qu'il y a à Chamonix ? Il y a aussi quelques glaciers. Et on a eu pour la première fois l'année dernière en Europe, chose qui s'était passée en Himalaya, en Alaska déjà, des glaciers qui sont partis dans la masse. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, en fait, les masses de glace qui sont dans des pentes relativement raides, si la zone d'adhésion du glacier sur la paroi rocheuse est à plus de 0 degré, le glacier glisse. Il faut pas avoir fait là aussi des grandes études d'ingénieurs pour comprendre qu'une masse de glace de millions de tonnes accrochée dans une pente à plus de 45 degrés, s'il fait plus 0, ça part, quoi. Voilà, donc ça va partir. Donc en fait, on a des bases glaciaires qui sont fragilisées au-dessus de cette même vallée de Chamonix. Donc le risque glaciaire aujourd'hui, d'effondrement glaciaire majeur, il n'est pas encore complètement dans le scope. On est encore sur le schéma les avalanches, quoi. Alors tous ces risques qui nous disent qu'on ne peut pas massifier l'urbanisme en montagne. Voilà, il y a une réalité, quoi. Voilà, on peut pas dire qu'on fait des villes à la montagne, qu'on fait des grandes routes qui passent au milieu des cours d'eau. Je pense toujours à la Vésubie. Donc, oui, il faut avoir une approche prudente de l'espace de montagne. Il faut faire aussi attention. Alors là, on est toujours dans la logique de l'hypertourisme, de dire on amène des flux pour l'activité estivale et surtout hivernale du ski. Je pense qu'il y a une vraie mutation pour en faire des lieux habités au sens total du terme, habités au sens même philosophique, par des gens qui aiment cet environnement-là, mais qui l'aiment en étant vigilants et en observation. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. On va avoir des gens éduqués à ces risques, des gens qui ont une conscience citoyenne de ce danger, de ces dangers qui sont là. Parce que c'est que par cette conscience collective qui est bien partagée qu'on va pouvoir à la fois prévenir, mais aussi s'adapter en cas de pépin. Il faut être malin, parce que les événements, on peut quand même aussi se dire, on n'est pas abêti en attendant que l'avalanche nous tombe sous le coin du nez. On peut essayer d'être actif, de dire là maintenant je quitte ma maison quelques jours, j'ai pas besoin d'avoir un maire, un préfet qui me dise quitte ta maison. Si je suis un peu éduqué, j'essaie en me trompant aussi, je peux me tromper, mais en tout cas j'ai une culture du risque. Alors je dis pas qu'il faut avoir une culture globale, mais c'est une culture de sécurité civile en fait. Aujourd'hui, on est toujours à se reporter sur l'État en disant l'État m'a pas évacué, l'État a pas déclaré la zone en zone de catastrophe naturelle, donc je vais pas avoir les assurances. On attend toujours. Non, mais si tu veux vivre à la montagne, sois montagnard. Et ça sera une manière aussi de te prendre en main et essayer de toi-même de déjouer. Mais il faut éduquer les gens pour qu'ils comprennent ce qui se passe, quoi. Je pense qu'on a une approche très ludique de la montagne et j'adore grimper, j'adore skier, Mais il y a une autre dimension, en fait, il y a 2 volets à la montagne. Il y a cette dimension récréative, on peut l'appeler comme ça, même si j'aime pas trop ce mot. Et puis il y a une dimension de la nature, la nature qu'on respecte, qu'on observe, qu'on essaie de comprendre, qu'on observe dans son changement, dans ses évolutions. Et ça, c'est l'autre versant, mais on peut pas se contenter de consommer de la montagne sans s'intéresser à ce qu'elle est, ce qu'elle est en train de devenir, et ses évolutions, pour essayer nous-mêmes de nous adapter et d'essayer de faire les choses différemment.
Donc moi, le message, il est hyper simple. La mémoire de Montroc, c'est juste que c'est un événement. On peut dire que c'est pas beaucoup, 12 morts, c'est pas le drame du siècle, il y a bien plus de morts sur la route, il y a bien plus de morts des cancers, etc. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais c'est juste que c'est un événement qui pour moi, doit être un espèce de catalyseur de la conscience, en fait, que quelque part, on est toujours dans le même scénario aujourd'hui, plus de 20 ans après. On n'a pas beaucoup progressé malgré tout, on a fait des petites choses, mais on a quand même continué à urbaniser. Il y a beaucoup de grues encore dans la vallée de Chamonix, donc on a continué finalement à peu près le même chemin. On a un peu fait de la cosmétique avec des commissions de sécurité, des plans de prévention, etc. Mais on n'a quasiment rien fait pour comprendre la cinétique des risques, les risques complexes, la combinatoire des risques. Ça, on n'a pas beaucoup travaillé là-dessus. Et pourtant, c'est la clé. Parce que le reste, c'est que... Donc, moi, mon message, c'est de continuer à être actif là-dessus. C'est pas considérer la montagne comme un espace urbain. Voilà, c'est un espace très différent. Et aussi écouter ce que nos anciens nous ont laissé. Il y avait des traditions de ne pas s'installer dans certains endroits. On respectait, on laissait des alpages non habités. On laissait des zones où la nature pouvait absorber l'eau, absorber le souffle de l'avalanche. Voilà, on laissait l'espace. Et puis voilà. Au pire, on se faisait souffler un cabanon avec du foin à l'intérieur. Mais c'était la grange. Mais c'était pas grave. C'est cet esprit-là d'éphémère, en fait, qu'on doit aussi réapprendre. On n'est pas toujours à habiter tout le temps. Parfois, on va habiter une période, puis après, on va aller ailleurs. Et puis, donc la montagne, c'est aussi cette dimension-là. Les peuples anciens du Népal, les Sherpas, le savent très bien. Nous, on a perdu ce savoir du respect de la nature, de s'adapter et d'essayer de ne pas trop en rajouter, quoi. 20 ans plus tard, Blaise Agresti est un expert reconnu du secours en montagne et de la gestion des crises. Il a aussi conduit diverses coopérations dans le domaine de la formation en Inde, en Chine et au Népal. S'il est venu nous raconter cette histoire, c'est pour s'assurer que les souvenirs du drame de Montroc ne s'éteignent pas et qu'on puisse en tirer collectivement les leçons qui s'imposent pour le futur. Car en bon enfant de la vallée, il veut que la montagne demeure un lieu de joie, de plaisir et d'émerveillement. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clémence Accard. La musique est composée par Nicolas Deferrand. Chloé Wibo s'est assurée du montage et le mixage a été assuré par Antoine Martin du studio Crispy Records. À bientôt!